Bonjour à tous et bienvenue dans La Légende. Dans La Légende, c'est l'émission qui retrace l'histoire de vos émotions. On parle de musique, de cinéma, de jeux vidéo, de manga. Bref, on parle de culture et aujourd'hui, on s'attaque à la deuxième partie que vous nous avez demandé à maintes et maintes reprises. Elle est là, c'est maintenant la partie 2 de Eminem. Et pour cette deuxième partie consacrée à la légende Eminem, je sais que vous l'attendiez depuis longtemps. J'ai avec moi le Boug Arnaud. Welcome back. Merci beaucoup. Podcasteur, parole véritable, évidemment, animateur sur la Radio Génération. Yes. Bienvenue again, hein, j'ai envie de te dire. Ça fait plaisir de t'avoir avec nous pour cette deuxième partie. Le plaisir est partagé. Et nous retrouvons Pierre Éville, écrivain, avec toujours son super bouquin Détroit Sampleur. Bienvenue encore une fois. Merci. En plus, tu nous as mis un joli costume et tout pour cette deuxième partie. Ouais, c'est pour honorer Eminem. Et ça va être plus solennel, je le sens. C'est ça. Baptiste, cofondateur d'Interlude, tu es avec nous aussi pour aborder cette deuxième partie. Bienvenue aussi. Merci. Les amis, on s'était arrêté sur quelque chose d'assez dramatique dans la vie d'Eminem, donc désolé, on va devoir reprendre sur cette ambiance. Est-ce que vous pouvez me parler de ce qui va fondamentalement changer la vie et la carrière d'Eminem à ce moment-là? Pour recontextualiser, on était après la sortie de Encore. Je vous invite à ceux qui n'ont pas vu la première partie, évidemment, de regarder la première partie. C'est toujours mieux quand c'est dans l'ordre. Donc, on y est. Que se passe-t-il dans la vie d'Eminem à ce moment-là? Il perd quelqu'un de très important dans sa vie, qui est son partenaire déjà dans la vie, qui est son meilleur ami, Proof, mais aussi dans la musique, parce que c'est quelqu'un avec qui il a fait du rap depuis de nombreuses années, si ce n'est pas depuis le début, et même dans son business, dans la structure de Shady Records, dans la fondation de son groupe D12, et cette personne, c'est Proof. C'est quelqu'un de très important dans... Oui, comme on le disait dans la première partie, c'est vraiment un maillon essentiel dans la carrière de Eminem, hein, dans la formation d'Eminem lui-même. Dans la carrière d'Eminem, mais aussi dans le paysage de la musique urbaine de la ville de Détroit. Proof, c'est quelqu'un qui est reconnaissable parce qu'il est dans tous les événements, dans toutes les battles, dans tous les concerts. C'est quelqu'un qui anime beaucoup, qui s'entend bien avec tout le monde, qui fait partie de plusieurs collectifs. On a dit qu'il était dans D12, mais il est aussi dans Goon Squad, le collectif de Trick Trick. Et c'est quelqu'un qu'on voit beaucoup aussi dans des clips où il fait des petites apparitions. Notamment, on le voit dans le clip de Alia, AJ Nothing But a Number, qui date de 94. Voilà. Donc, il était là déjà. Et là, en perdant Proof, il perd son meilleur ami. Il perd aussi le gars qui l'a aidé, en fait, lorsqu'il est rentré dans le rap. Son passeport, en fait, son ghetto pass, comme on disait. Il perd ce gars-là et c'est quelque chose de dramatique dans sa vie. Pierre, est-ce que tu peux nous dire aussi le choc que ça va faire à Détroit de perdre ce maillon essentiel? Oui, Proof, c'est vraiment le fédérateur. Comme ça a été dit, c'est lui qui anime les open mic au Hip Hop Shop. Il connecte différentes scènes, la scène un peu backpack de rappeurs un peu intellectuels influencés par Nas et tout ça, la scène plus gangster, etc., qui existe aussi à Détroit. Et puis, il ne faut jamais l'oublier, il est aussi un compagnon de route au départ de J. Dilla. Ils vont avoir un projet ensemble dans les années 95-96, avant que J. Dilla devienne J. Dilla. Donc il est vraiment l'incarnation de ce qu'est le rap de Détroit dans toute sa diversité. Et dans sa cohésion aussi, j'ai l'impression qu'il arrivait aussi à maintenir toute la cohésion globale de la scène de Détroit. C'est ça, il ressemble un peu, alors il n'a pas le même âge, mais il ressemble un peu à ce personnage dans The Wire, chez qui on va pour régler les problèmes entre gangsters, etc. Il a ce côté-là, et la scène de Détroit, c'est une scène qui est en marge, en fait, de l'écosystème rap américaine. Donc, les rivalités, elles restent au niveau de Détroit. Les styles, ils se construisent à Détroit. Ils sont assez peu en dialogue, en fait, avec la West Coast ou la East Coast. Ils font leur truc. Si on va dans le rap plus de rue, c'est vraiment un rap qui est local et qui reste local. Et Proof, il arrive à donner une cohérence à ça. Il arrive aussi à calmer
calmer les gens et à être ce visage derrière Eminem de la crédibilité du rap de Détroit. Donc quand il est tué, c'est vraiment un choc énorme pour la scène hip-hop de Détroit. C'est un traumatisme. C'est un traumatisme. Il meurt pas de mort naturelle. Non, il est en fait dans un club qui est un club assez minable. Il y a une bagarre. Il va se battre. Les pistolets sortent et lui il reste en fait au petit matin allongé par terre, mort. Et donc il y a un côté absurde de finir comme ça. Quelqu'un qui a réussi à imposer. Il était en train, en plus, de se construire une carrière personnelle avec un album assez bizarre de rap où il cite, en fait, Jerry Garcia, le leader du Grateful Dead. Ça renvoie à des choses aussi très particulières de Détroit où, même quand on écoute du rap, on écoute aussi du rock. On avait parlé dans la première partie d'Esham, qui est un rappeur assez bizarre de Détroit, qui a inventé le horrorcore à Détroit et qui a influencé les Insane Clown Posse, Kid Rock et Eminem pour devenir Slim Shady, et qui était lui-même vachement influencé par Alice Cooper, par Black Sabbath. Et Proof, il s'inscrit aussi dans cette tradition-là. Et l'album, il va être assez bien reçu. Et on se dit, Proof, il est en train de décoller. Il est en train de devenir quelqu'un d'autonome par rapport à Eminem qu'il a porté dans la lumière grâce à D12. Et il est fauché là de la plus absurde des manières. Et l'enterrement de Proof à Détroit, ça va être un moment cathartique très important où toute la communauté hip-hop de Détroit va se retrouver. Quand on lit les articles de l'époque dans la presse de Détroit, on mesure à quel point le choc a été important pour la ville et pour la scène de Détroit. Ouais. Et Baptiste, on est en quelle année à peu près à la mort de Proof? Là, on est en 2006. 2006. Et c'est vrai que sur le plan personnel d'Eminem, ça va changer beaucoup de choses parce qu'on est dans la continuité de 2004 où il avait déjà commencé une grosse dépression, grosse addiction aux médicaments. 2006, il était vraiment au plus mal. À cela s'ajoute du coup la perte de Proof, donc ça rajoute encore plus à sa dépendance. Et effectivement, on a dit Proof, c'était le fédérateur, donc par exemple, ça va mettre fin, non officiellement, mais au groupe D12. Par exemple, on verra plus Eminem avec D12. Il a juste refait une petite apparition, je crois, en 2010, quand ils ont sorti une petite mixtape. Mais voilà, c'était vraiment le fédérateur et Eminem ne voyait plus vraiment de sens. Enfin, il y a une sorte de cohésion qui s'est brisée. Il y a une rupture à ce moment-là. Oui, tout à fait. On le dit déjà, personnellement, Eminem ne va pas très bien à ce moment-là, ça va l'enfoncer. Qu'est-ce qui va se dire en fait dans le milieu par rapport à Eminem à ce moment-là? Est-ce qu'on le désavoue un petit peu? Pas particulièrement, parce qu'il a quand même fait ses preuves. Mais c'est vrai que même pour Eminem, en tout cas, il le dira plus tard, c'est qu'il ne se voyait plus faire du rap, en fait, parce que Proof a toujours été peut-être sa caution, peut-être qu'il le critiquait de manière très honnête, etc. Et il ne se voyait plus monter sur scène parce que c'était son backer. Enfin voilà, il avait vraiment... En tout cas, sur les Eminem, les conséquences ont été assez fortes. Il ne se voyait plus continuer... dans le rap en tout cas. Ouais, il disparaît pas médiatiquement quand on lit les interviews de cette époque. En fait, ce qu'il met en avant, c'est son label, Shady, son émission de radio. Il va avoir une émission radio satellite sur Sirius où il va passer des titres, où il va faire Sirius, découvrir... c'est radio satellite, c'est ça, oui, aux voilà, États-Unis. Voilà, c'est avec des chaînes, et il a une chaîne. Donc il met en avant en fait son côté producteur, ouais, à tous les sens du terme. Il se met un peu dans une position qui était celle de Dr. Dre après, quand il a quitté Death Row. C'est-à-dire, je me mets un peu en recul, j'essaye de pousser des nouveaux artistes, j'existe, j'ai le respect de la communauté, mais je suis plus dans la lumière. Et en fait, ce qui va se passer, et pour un artiste, ce qui est très difficile, et notamment dans le rap, c'est de revenir dans la lumière avec la même magnitude qu'on avait avant. Et don't call it a comeback, hein, il y a toujours ce truc dans les chansons de rap. Et c'est ça qui va arriver à faire, en fait, Eminem. C'est ça qui va surprendre à la fin des années 2000. C'est qu'il va revenir, et il va revenir de manière fracassante. Alors, le Bougarno, est-ce que tu peux nous expliquer comment il va revenir, justement? Qu'est-ce qui va se passer durant cette transition? Parce qu'il y a un changement, on l'a dit, il y a une vraie rupture. Et il va y avoir un changement aussi dans le style d'Eminem, dans plein de choses, en fait. En vrai, il y aura un changement, il y aura même un rebranding. Parce que j'ai pas envie de dire qu'il avait quitté le game, parce qu'il y était toujours, comme le disait Pierre. Il était dans la production en termes d'instrumentaux, il était derrière les manettes, mais aussi dans la production d'artistes. Et la mort de Proof, en fait, avait
a été un cataclysme qui a empêché beaucoup de choses qu'Eminem avait prévues, notamment une tournée mondiale, le Hunger Management Tour, qu'il devait faire où il devait aller en Europe, il devait aller dans le monde entier. Il a annulé la tournée. Et le changement, il vient par cette mort-là et il vient après avec d'autres albums. On va dire la deuxième partie de carrière de Eminem. Mais ça veut dire, entre le moment de la mort de Proof et le moment où il va sortir un autre album, il y a combien d'années? Il y a 2 ans et demi, 3 ans à peine. En fait, effectivement, le retour va se faire en 2 temps. Donc Eminem, la mort de Proof 2006, Eminem revient en 2009 avec un album très puriste, très horrorcore, très sombre, en fait, directement inspiré de sa période de dépression, où globalement, il restait que chez lui, il regardait des films d'horreur, de tueurs en série, etc. Donc ça l'a énormément inspiré pour son album, du coup, Relapse, qu'il a commencé à enregistrer en 2008. Donc il a commencé à réécrire un petit peu suite à son overdose qu'il a fait fin 2007. Il a fait ça une aussi overdose, donc il a vraiment frôlé la mort, ouais, tout à fait. Et donc il a eu un déclic après, il a dit il faut vraiment que j'arrête, même s'il a fait une rechute, d'où le nom Relapse pendant quelques mois. Et mi-2008, il s'est totalement sevré, et du coup il a recommencé à écrire, recommencé à rapper. Et du coup, en a découlé Relapse, donc, qui est sorti en 2009, qui a été un succès commercial quand même, mais qui, par la critique, a été un petit peu accueilli de manière mitigée, parce que je pense que, comme Eminem a été longuement absent, on attendait peut-être des explications, ou en tout cas, voilà, une justification un petit peu. Et non, il est revenu avec un album concept très puriste, très horrorcore, qui s'adressait vraiment peut-être à une niche, en fait. Et donc, il y a eu une espèce de décalage. C'est un très bon album. Un album aussi qui a eu une réédition, Relapse Refill, avec un premier single, We Made You, où il n'a pas changé de style. Vous voyez, il grime Kim Kardashian, Amy Winehouse, etc. C'est le Eminem en vrai, le Slim Shady qu'on a vu dans les clips des albums précédents. Donc là, il revient avec ça, comme il disait, par rapport à sa rechute. Et après ça, il y a la convalescence. Il vient avec un nouvel album qui s'appelle Recovery. Et là, il revient avec une image totalement différente. Il n'y a plus de teinture, c'est plus le Eminem, le jeune Slim Shady. Là, il met plus en avant Marshall Mathers, vraiment l'homme qu'il est, par rapport au fait qu'il revienne. On est revenu sur Marshall Mathers. Exit Slim Shady. Entre les deux albums, après du coup son overdose, donc tu dis c'est un très bon album. Comme Baptiste disait, il s'adresse peut-être plus à une niche. Est-ce que c'était une volonté de sa part de se dire je vais recoller, la mort de Proof va le faire, qu'il va recoller à des choses peut-être plus fondamentales pour lui à la base? Ouais, en fait, pour essayer de comprendre comment il arrive à revenir, faut essayer... Excuse-moi, juste, parce qu'il faut se dire qu'à l'époque, Eminem, encore une fois, giga superstar, mainstream aussi, dans ses écoutes, pas forcément dans ses paroles, mais dans le public qui l'écoute, c'est devenu un visage et une voix incontournable de la scène rap, mais au-delà de la scène musicale. De la scène pop, ouais. Et pour comprendre comment il revient là-dessus, faut essayer d'aller au cœur de ce qui est le moteur de Eminem. Et pour moi, il y a 3 ingrédients dans le moteur de Eminem. Il y a sa vie, il y a la pop culture, disons le monde extérieur, c'est quoi ce qu'il y a dans l'actualité, et il y a le rap. C'est ces trois choses-là qui le font bouger. Et il faut que les 3 éléments soient connectés pour qu'ils rentrent en fusion et qu'ils sortent cette espèce de jaillissement qu'il y a dans les meilleurs albums d'Eminem. Et ce qu'il fait en 2009, c'est qu'il arrive à connecter ces 3 fils-là et à refaire naître l'étincelle qu'il y avait au début de la carrière. Alors, il part de très bas. Il y a une phrase, j'ai plus la citation en tête, mais il y a un poète haïtien qui a une très belle image où il parle de la chute et il dit « Quand tu chutes, apprends à chevaucher ta chute ». Et c'est ça qui fait Eminem. Il est donc drogué, dans la dépression, et il va faire de son addiction, de sa dépression, le sujet de son album. Sur la pochette Relapse, il y a les petites pilules qui sont étalées sur la table et qui font le visage d'Eminem. Donc il va y aller franchement. Il va être ouvert par rapport à sa vie et il va utiliser
sa chute pour rebondir, ce qui est très fort quand on y arrive. Tout le monde n'y arrive pas, mais lui, il va y arriver. Et il va remettre les ingrédients qui sont aussi son image, l'ingrédient de la pop culture. Il va effectivement aligner les cibles qui sont la matière de la trash TV de la fin des années 90, Lindsay Lohan, de la fin des années 2000, Lindsay Lohan, Maria Carey, Sarah Palin, qui était la candidate vice-présidente de droite en 2009. Et il va revenir avec son talent de rap. Il va mélanger tout ça. L'album va être une déception pour les critiques, mais va pas être une déception pour les fans. Les fans, ils vont montrer qu'ils sont toujours là. Et ça va le rebooster. Et avec Recovery, il va démontrer qu'il est capable de revenir au niveau, même plus haut qu'il n'a jamais été, parce que là, il va commencer à aligner les numéros 1 de singles. Il faut jamais oublier que Eminem, au début de sa carrière, c'est un artiste de clips et d'albums. Son premier numéro 1, c'est Lose Yourself en single. Et les numéros 1, il va les enquiller en fait à partir de 2009-2010. Il y a toujours une forme de réserve par rapport à cette partie de sa carrière parce qu'on se dit c'est moins bien qu'avant, etc. Mais commercialement, c'est là où il est le plus fort. Et arriver à revenir en étant le plus fort, c'est là où on voit ce qui différencie les stars d'un jour des stars de toujours. Et justement, la question est... pourquoi la critique a été aussi dure avec l'album d'avant et pourquoi, avec Recovery, finalement, il arrive à mettre tout le monde d'accord, le public et aussi la critique. Qu'est-ce qui a fait la différence, justement, à ce niveau-là, Baptiste ? Je pense qu'avec Recovery, la critique attendait d'avoir un Eminem un peu plus mature. C'est vrai que là, il était beaucoup plus sage. Il avait pris du recul, du coup, il expliquait les raisons de sa dépression, de son absence. Il tend la main aussi à d'autres personnes qui peuvent être addictes. Donc je pense que la critique attendait depuis longtemps un Eminem un peu plus dans l'analyse, mature littéralement, parce qu'encore Relapse, on est sur des obscénités, etc. Donc effectivement, et ça c'est symbolisé aussi avec son feat avec Rihanna, parce que même dans Relapse, il fait une punchline critique sur Rihanna. Un an après, il la confie sur Love the Way You Lie, sur Recovery. Donc preuve qu'il a opéré un grand changement artistique. Just gonna stand there and watch me burn. But that's alright because I like the way it hurts. Just gonna stand there and hear me cry. But that's alright because I love the way you lie. I love the way you lie. Recovery, énormément de titres vont être vraiment des top dans les charts et jouer énormément. Est-ce qu'à ce moment-là, comme tu disais, Pierre, on a l'impression que cette partie-là de la carrière d'Eminem, c'est limite moins bien et secondaire. Mais en vrai, elle est majeure, cette partie-là. Parce qu'il va réussir de nouveau à fédérer, mais aussi à gagner un nouveau public qui ne connaissait pas forcément Slim Shady avant. On le voit avec Rihanna, c'est plus du tout non plus le même public et les mêmes générations. Comment ça se passe au sein des nouveaux auditeurs, on va dire ? En fait, c'est dans la continuité de ce qu'on disait par rapport à Relapse. Relapse était un album qui était vraiment plus rap, qui était plus orienté vers les fans de hip-hop, vraiment ceux qui sont vraiment le rap de base. Et là, c'est un album plus ouvert, où il y a des morceaux plus pop, où il y a des featuring, des apparitions d'artistes qui sont un peu plus connus. Donc, dès lors qu'en fait, il élargit son champ des possibles en ayant des Rihanna sur son album, en ayant des sonorités qui sont un peu plus pop, ben, automatiquement, il conquiert un nouveau public. Alors, la question, c'est, bon, comme dirait un célèbre philosophe, le rap, il a changé. Est-ce que Eminem, je pense que oui, il en a conscience, mais est-ce que, justement, il veut s'élargir, et surtout, pourquoi il veut s'élargir avec ses featuring, avec ses sonorités, pourquoi il ne veut pas rester dans ce qu'il faisait avant et même avec l'album précédent? Parce que pour la simple et bonne raison que ce qui se fait au moment où lui il sort Recovery, ben lui, ça ne l'intéresse pas. Toute la vague des Lil Wayne, Lil Bump, Lil, non, pour lui, c'est pas ça. Un rap c'est plus un slow flow, un rap qui est un peu plus lent, qui est un peu plus saccadé. Lui, c'est un rap qui ne lui parle pas et il le dit ouvertement dans certains morceaux. Donc là, lui, il s'est orienté vers ce type de musique où il élargit son public. C'est aussi une stratégie pour lui, vu que c'est un retour.
Mais dans les albums d'après, il le dit ouvertement, tout ce qui se fait en ce moment, ben, carrément, il rentre même dans leur terrain pour leur montrer qu'il le fait mieux qu'eux. Faut pas oublier que c'est un rappeur de battle et c'est quelqu'un qui a une fierté. Donc, lorsqu'il voit quelque chose qu'il ne peut pas, lui, il attaque tout de suite. Et par rapport à ça, je pense que c'est ça aussi qui l'a poussé en fait à orienter cette musique de cette manière-là. Et comment il est perçu dans le milieu du rap à ce moment-là, Eminem, avec Recovery, l'album, le retour Je pense que c'est un pilier. On le voit comme quelqu'un qui est maintenant évident dans le paysage. Il a une stature commerciale. Dans le rap, on respecte les chiffres. Et Eminem, il a les chiffres. Et il a même les chiffres les plus élevés. Et on respecte aussi ceux qui arrivent à revenir. Pour un artiste, arriver à revenir, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Parce que la mode a changé. Et donc, il est dans ce dilemme. Est-ce que je refais la même chose ? Ça va peut-être marcher, mais c'est déphasé par rapport à la mode et ça risque de pas durer. Ou est-ce que je change complètement au risque de surprendre ? Et au risque de surprendre mal les fans et de s'aliéner ceux qui font en fait la carrière. Et ce qui différencie l'artiste qui dure de l'artiste qui est juste associé à une époque, c'est cette capacité à se renouveler. Et ça suppose à la fois une réflexion stratégique, parce qu'on parle d'artistes qui vendent des millions d'albums. Et quand on cesse de vendre des millions d'albums, c'est un problème pour ces artistes-là, pour leur stature, pour leur image, etc. Mais c'est aussi un problème artistique, parce qu'on n'est pas là en train de parler de modèles de voitures. On parle de chansons qui sont censées marquer la vie des gens, les émouvoir, etc. Ça reste un art. Et réfléchir stratégiquement et artistiquement, il n'y a que certains artistes qui arrivent non seulement à le faire, mais à le réussir. Et je pense qu'il a beaucoup appris de Dr. Dre, qui s'est renouvelé 3 ou 4 fois. Et dans le bouquin que j'ai écrit sur Gangsta Rap, je cite une citation de Miles Davis que j'applique à Dr. Dre. On demandait à Miles Davis « Qu'est-ce que vous avez fait dans la vie ?» Et Miles Davis, il a cette réponse qui est hyper orgueilleuse. Il dit « Dites simplement que j'ai changé 4 ou 5 fois la musique. » Et donc, Dr. Dre a fait ça, et Eminem n'a pas changé 4 ou 5 fois la musique. Mais lui, il s'est changé au moins 3 ou 4 fois. Et dans cette incarnation là, du début des années 2010, il est peut-être dans sa 3e ou 4e incarnation. Mais cette incarnation-là, comme tu l'as dit, c'est une incarnation où il se bouge vers le centre. Il ne peut pas se bouger vers l'extrême parce que le style ne l'intéresse plus. Et il y en a d'autres qui ont pris la place, notamment Hot Future, qui, à la fin des années 2000, refont le trip scandaleux de Slim Shady de la fin des années 90. Donc la place est occupée. Et donc, très intelligemment, il se décale vers le centre et il arrive à agréger un public plus féminin, un public plus âgé aussi, qui lui permet de continuer à remplir des stades. Et quand on regarde cette partie-là de sa carrière, au moins jusqu'à la suite du Marshall Mathers, qui boucle un peu la boucle, puisqu'il fait une suite de son meilleur album, de l'album qu'il a établi comme artiste, et il l'a réussi, sa suite. L'album n'est pas aussi bon que le premier Marshall Mathers, mais il n'est pas honteux. Et arriver à faire un album qui s'appelle aussi Marshall Mathers, qui n'est pas honteux par rapport à ça, c'est fort, et c'est fort grâce à ce mouvement vers le centre, qui est un mouvement stratégique et artistique qu'il a réussi à faire. Et ce qui montre ça, moi j'y vois un peu une métaphore de ça, c'est le single avec Rihanna qui est sur le Marshall Mathers LP 2, qui s'appelle Monster, parce qu'effectivement, ce qu'il a fait est monstrueux. Friends with the monster that's under my bed. Get along with the voices inside of my head. You're trying to save me, stop holding your breath. And you think I'm crazy, yeah, you think I'm crazy. Well, that's not fair. Ouais, clairement. Mais juste pour compléter Oui, rapidement sur Recovery, je pense qu'il avait besoin aussi de symboliser en musique son nouveau mode de vie. C'est-à-dire que, voilà, comme on l'a dit, il est devenu sobre, il est devenu plus sage, et ce son plus blanc, plus pop, c'est la symbolique de sobriété, sagesse. Là, je suis bon père de famille, je suis beaucoup plus calme. Et je pense que pour se convaincre, même dans sa vie personnelle réelle, il avait besoin de symboliser ça en musique, et Ouais. notamment dans le son. Et ça crédibilise sa démarche, c'est vrai ce que tu dis, c'est très important.
Eminem, il a toujours eu un problème avec l'âge. Dans ses lyrics, il se rajeunit toujours de 2 ans. Quand on regarde les chronologies où il met les dates et puis les événements de sa vie, on s'aperçoit qu'il se rajeunit. Quand il fait Slim Shady à la fin des années 90, on a l'impression que c'est un ado alors qu'il est déjà bien passé après 25 ans. Et quand il revient avec Relapse, il reprend un peu ce modèle-là. Abandonner Slim Shady, assumer son âge et réussir à assumer son âge, ça lui redonne en fait de la crédibilité. On dit mais il devient plus commercial, etc. En fait non, ça lui redonne de la crédibilité de la même manière que Dr Dre, il retrouve de la crédibilité avec Chronic 2001 en disant bah voilà, j'ai pris de l'âge. Enfin, il raconte son vieillissement et être honnête avec son vieillissement en faisant une musique différente, ça permet aussi de retrouver la crédibilité qui permet ensuite d'avoir le succès. Le rebranding, en fait, il est total. Il est artistique, il est aussi au niveau de l'image. Là où on a connu Slim Shady, Marshall Mathers et Eminem, là, c'est vraiment l'homme qui se met en avant. C'est le narrateur, en fait, qui parle de lui. C'est pas le narrateur qui parle d'un personnage fictif comme Slim Shady ou de la superstar qui est Eminem. Là, c'est vraiment lui qui parle. Et comme tu le disais, c'est ce qui touche, en fait, les personnes qui sont plus âgées, qui ne l'écoutaient pas avant et qui l'écoutaient à ce moment-là. Et justement, comment il va réussir à établir cette nouvelle stratégie, puisqu'il n'y a plus Proof derrière lui pour être critique, comme on le disait, mais qui pouvait le conseiller sur pas mal de choses également. Est-ce qu'il y a une personne qui va un petit peu prendre la place de Proof ou pas du tout? Bah, sur scène, il y a Mr. Porter donc, qui était dans le groupe de D12 aussi. Donc il y a un ami aussi d'enfance, enfin d'adolescent quand ils se sont rencontrés avec Proof. En termes artistiques, c'est difficile à dire par contre. On ne sait pas trop s'il a de nouveau un acolyte comme ça qui pouvait échanger. Enfin, je pense que Mr. Porter a pris un peu ce rôle en tout cas. Ouais. Oui, parce Après, que c'est pas facile de remplacer Proof. c'est ça. Parce que Proof, si vous regardez même dans 8 Mile, il joue un petit rôle, mais en vrai, Proof, c'est les futurs. C'est le mec qui a les tresses, qui a les dreads. Parce qu'à l'époque, Proof avait des dreadlocks aussi. Donc Future, le mec qui anime la battle, qui est joué par Mickey Pfeiffer dans le film, ben en vrai, c'est la personne de Proof. Et c'est ce qu'il représentait dans la vie d'Eminem et dans la ville de Détroit. Donc c'est pas quelqu'un qu'on remplace facilement comme ça. Et même dans sa carrière, Denon Porter a toujours été présent. On va dire qu'il va l'épauler dans tout ce qui est production, mais il va pas avoir le même rôle que Proof a eu dans la carrière d'Eminem. Alors il y a quand même un rappeur qui refait son apparition, c'est Ross da 59. Donc Ross da 59, c'est un autre rappeur de Détroit qui était très proche d'Eminem fin des années 90 aussi. On les a vus sur scène à l'époque. Enfin, il y a même un featuring, Bad Meets Evil. Et ils s'étaient embrouillés au fil des années. La mort de Proof a fait aussi beaucoup mûrir Eminem, donc il a mis fin à ce conflit. Et du coup, dès 2009, on revoit Eminem et Royce très proches. Et Royce, peut-être aussi, a remplacé un petit peu Proof au niveau artistique. Et d'ailleurs, ils sortiront un album commun en 2011. Bad Meets Evil, enfin Elle veut c'est qu'elle. Donc il faisait référence au morceau de 99. Ouais. Et Après, je crois que ce que Eminem a appris dans les années 2000, c'est qu'il apprend à être seul, en fait. À devenir plus indépendant de ses mentors. Il y avait Paul Rosenberg, il y avait les frères Bass au début de sa carrière, ensuite il y a eu Proof. Et à la fois par maturité et aussi par les drames de la vie, il apprend à être seul avec lui-même, donc c'est toute la question de son combat contre les addictions, et puis à être seul sans son pote, Proof. Et quand il revient dans l'arène à la fin des années 2000, je pense qu'il a le bagage pour faire ses choix. Et au début, en tout cas, de ce renouveau-là des années 2010, il a cette capacité, lui, à penser ses moves. Personne ne va lui imposer de faire le Marshall Mathers 2. C'est lui qui décide de le faire, et de le faire comme ça, et de le réussir comme ça. Donc il a le sens, il l'a appris de penser sa carrière tout seul. Et la difficulté qu'on a à retrouver pas un acolyte, mais vraiment un partenaire, c'est sans doute parce que en fait, Eminem a plus vraiment besoin d'un partenaire. Il y a quand même Dr. Dre. c'est ce que j'allais dire. Il y a quand même Où en Dr. sont Dre. ses relations avec Dr. Voilà. Dre Et à cette époque. là, je dois confesser une addiction particulière.
c'est I Need a Doctor. C'est pas un morceau qui est hyper crédible, mais il montre quelque chose de la relation entre Eminem et Dr. Dre, puisque dans le clip, Dr. Dre a un accident de voiture, il est à l'hôpital, et donc il n'est plus le docteur, il est le malade. Et c'est un peu une histoire inversée, parce que Eminem devient celui qui va faire renaître Dr. Dre, ce qu'il a un peu fait d'ailleurs au début des années 2000, alors qu'en fait, pour partie, c'est Dr. Dre ou le modèle de Dr. Dre qui a fait renaître Eminem. Donc il y a une circulation comme ça qui est assez marrante dans ce clip. Et je trouve qu'il sort en 2011. Il montre bien où en étaient les deux, là, Dr. Dre, Eminem. Et puis il y a la voix de Skylar Grey, moi qui me fait complètement craquer. Et donc ce morceau-là, je trouve, il est aussi un peu une réponse à ta question. C'est quoi l'inspiration ou le pote de Eminem à ce moment-là? Je pense que Dr. Dre joue aussi un rôle encore important à ce moment-là dans sa vie et puis surtout dans son inspiration artistique. On va dire que Proof était vraiment son ami de tous les jours et Dr. Dre dans le business, dans la musique, c'était son mentor. Donc il était tout aussi important. Oui, bien sûr. Et il y a une chose qui va être aussi un petit peu plus mature à la fin des années 2010, c'est aussi Internet. On l'a vu dans la première partie, Internet et Eminem, ils ont grandi un petit peu ensemble. Mais là, il y a quelque chose... Est-ce que ça change quelque chose dans la vision du rap d'Eminem ou même dans la perception du public d'Eminem? Parce qu'on a, évidemment, avec Internet, une fenêtre qui est beaucoup plus large sur le panorama du rap, qu'il soit américain ou même mondial. Est-ce que ça a une influence ou pas du tout? Sur le public, je pense oui quand même, parce que Eminem a toujours été à contre-courant, c'est-à-dire il est dans son propre genre, etc. Et il y a eu beaucoup de débats, dès 2010, virage plus pop, même avec 2013, Marshall Mathers LP, qui étaient des sons complètement différents des autres rappeurs, donc ça faisait des débats assez vifs. Et Eminem aussi lui-même a eu beaucoup de mal, entre guillemets, à prendre ce virage, mais plutôt post-2013, parce qu'il avait beaucoup de mal avec ce public qui réagit instantanément, qui n'apprécie plus la musique, etc. Et c'est d'ailleurs pour ça que maintenant il fait plus de promo, il balance son album comme ça, parce qu'il ne veut plus... il a été un peu traumatisé en 2017 avec Revival. Donc effectivement, il y a un petit peu le public, ça joue sur la vision du public, mais également sur Eminem. Ouais. On y reviendra un petit peu plus tard sur Internet et Eminem. Donc on en a parlé un petit peu, le nouveau Marshall Mathers, nouvel album. Il est bien cet album, honnêtement, c'est un bon album. Vous êtes d'accord? Pierre, toi tu es d'accord, je pense. Le Bougarno, t'es d'accord? Après l'album d'avant qui t'a convaincu et qui a convaincu la terre entière, pour toi c'était l'album qu'il fallait ou... En fait, c'est un bon album et qui est représentatif de la personne qu'il est devenu. Pas du rappeur qu'il est devenu, mais de la personne qu'il est devenu. Donc pour toi, il est trop personnel? Non, pas trop personnel. Il est dans la continuité en fait du premier Marshall Mathers. Et est-ce que c'était ce que son public voulait? Je ne sais pas. Mais je pense que c'est ce dont lui avait besoin, parce que c'était une période de sa vie où peut-être il n'était pas le plus heureux. Donc peut-être que artistiquement, il avait besoin d'exprimer en fait ces sentiments-là par la musique. Et d'où en fait le sequel de Marshall Mathers qui était sorti au début des années 2000. Baptiste, qu'est-ce que tu penses? Ouais, dans l'ensemble, je trouve que c'est un bon album qui exploite beaucoup de genres différents. Il y a un peu de rock, un peu de... Enfin, même en termes de samples. Là où il est critiqué, notamment, c'est son virage pop, parce que dans le premier Marshall Mathers LP, c'est très brut, c'est très rap. Là, il y a quelques chansons pop, etc. Donc lui, il avait dit l'objectif avec Marshall Mathers LP2, c'était que tout le monde s'y retrouve. Donc son ancien public, son nouveau. Donc, est-ce qu'à vouloir contenter tout le monde, on satisfait personne, ou est-ce que c'était un petit peu ça Mais en même temps, le risque? Mais commercialement, c'est un vrai carton quand même. Bien sûr. Première semaine incroyable. Il a enchaîné sur une tournée mondiale. Donc, quand même, au niveau de la critique, c'était plutôt bien reçu. Et puis, quand on regarde les covers d'albums, dans le Marshall Mathers LP1, on le voit devant la maison dans laquelle il a grandi. Et dans le 2, en fait, on voit que cette maison, elle est devenue, elle est abandonnée, elle est totalement à l'abandon. Donc ça montre en fait comment il a mûri, que les années ont passé et que maintenant, voilà, le Marshall Mathers d'aujourd'hui n'est plus celui d'hier. Ouais, et il n'innove plus. Marshall Mathers LP, le premier, c'est vraiment quelque chose d'inédit dans le rap.
Là, il revient, en fait, c'est un peu le All-Star Game, avec tous ses personnages, tous les nouveaux styles qu'il a fait. Il y a un morceau qui est très intéressant dedans, qui est le premier single, Berserk, qui doit être produit par Rick Rubin, où en fait, il revient dans les années 80, avec des samples classiques du hip-hop des années 80. Donc, il montre d'où il vient, et il arrive à faire exister... 20 ans plus tard, des sons qui sont totalement décalés avec la production rap de l'époque. Now the shit's about to kick off, this party looks whack. Let's take it back to straight hip-hop and start it from scratch. I'm about to bloody this track up, everybody get back. That's why my pin needs a pad, cause my rhyme's on the red tag. Just like I did with Addiction, I'm about to peak it. Like a magician, critics I turn to freaks. Got them still on the fence, whether to peak it. But quick to get impaled when I tell them peak it. So sick from looking pale, well that's my peak it. About to go ham, yeah bitch, shout out to me. Je me souviens que quand le morceau est sorti, moi j'ai grandi, je suis suffisamment âgé pour avoir connu Run DMC, entendre les premiers Run DMC et tout ça, LL Cool J, et j'étais content en tant qu'ancien de réentendre ces sons-là bien mis en production par un type, en plus Rick Rubin, dont on apprécie les prods et puis la traduction. Donc il y a un pour la old school, il y en a pour mes filles, le morceau avec Rihanna, il y en a aussi pour ceux qui apprécient chez Eminem, on n'en a pas parlé, sa virtuosité, parce qu'il y a Rap God aussi dedans, avec cette espèce de staccato de rimes qui va développer ensuite après, où il va essayer de montrer, je suis le meilleur rappeur du monde parce que je suis le rappeur le plus rapide du monde. Summon, I'm a doom, I'm a you assuming I'm a human. What I gotta do to get it through to you? I'm superhuman, innovative, and I made a rubber so that anything you say is speaking, shaking off of me and it'll glue to you and devastating, more than ever demonstrating how to give a motherfucking audience a feeling like it's levitating, never fading, and I know the haters are forever waiting for the day that they can say I fell off to be celebrating, cause I know the way to get it motivated. I make elevating music, you make elevator music. Oui, on n'en a pas parlé de ça. On n'a pas parlé encore véritablement. On va pouvoir l'aborder maintenant, je pense, parce qu'il y a assez de maturité et de matière sur toutes ces années pour parler du style d'Eminem. Parce que le style d'Eminem, c'est quelque chose d'unique, qui a évolué, on l'a dit, mais qui garde quand même une matrice. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le style d'Eminem ? Il y a un peu plusieurs styles, en fait, notamment avec sa première partie de carrière. Très provocateur, très incisif sur les premières parties de carrière. Après, il y a un style très personnel. Je pense que c'était vraiment nouveau qu'il y a un artiste qui parle de sa vie personnelle dans un niveau de détail aussi fort, avec des personnages. On est vraiment dans une télé-réalité, limite. C'est pour ça que je pense que le public a vraiment accroché quand il parle de Kim, de sa mère, de son père, de ses filles. Ouais, il va très loin dans les détails. Donc il y a plusieurs styles. Il y a le rappeur vraiment classique, donc Eminem qui est en compétition avec les autres rappeurs, qui est dans la performance, type Lose Yourself, Till I Collapse, des choses comme ça. Un style très personnel, Marshall Mathers, et un style très provocateur, Slim Shady. Et ce style va vraiment évoluer. Par exemple, si on prend Marshall Mathers LP 2, on est plus dans le Eminem. Slim Shady n'est plus vraiment existant. Il est moins dans la provoque, mais il est plus dans la rime. Lui, il veut vraiment, il l'a dit lui-même, je préfère être le meilleur rappeur qui est un bon artiste. Donc lui, c'est un performeur. C'est un performeur. Parce que là, on parle du fond, mais il y a la forme aussi. Ouais, c'est la technique. Là, personne fait du Eminem sur c'est ce qui est un peu critiquable, je pense, ces dernières années, c'est que la performance prend trop de dessus sur le fond, en fait. C'est qu'il se force un peu trop. Par exemple, le Fast Forward Rap God, il a vu que ça a littéralement buzzé. On était sur les premiers buzz Twitter. Et il l'a reproduit trop de fois, je pense, dans les années qui ont suivi. Donc, il met un peu trop, je pense, la performance au Ça, pour moi, c'est sur la fin. Sur la fin, pardon. Sur les dernières années. Je me permets de donner mon avis. Je pense que même pas la première partie, mais une grande majorité partie de sa carrière, je trouve en tout cas que la forme, même si, il est vrai, il en abuse un petit peu aujourd'hui, il a toujours su mettre la forme au service du fond et vice-versa. C'est ce qui fait aussi pour, en tout cas, ma part, je pense, Eminem, un rappeur complètement atypique dans le panorama du rap US. Ouais, tout à fait d'accord avec toi, dans le sens où c'est un rappeur qui est très technique et qui met ça en avant. C'est un rappeur qui est vraiment dans tous les styles de rap où vraiment il fait rentrer en fait les fans de rap dans des laboratoires. Quelqu'un qui est beaucoup dans le multisyllabique, dans le double, tripentante. Lorsqu'il dit « I was stoned by 40 men and I take a defeat », il dit qu'il s'est fait écraser par 40 mecs et qu'il a subi une défaite.
defeat. Mais quand on le prend en anglais, on peut le lire d'une autre manière. Parce que 40 mecs qui te sautent dessus, vu qu'ils ont 2 pieds, les 40 mecs, tu multiplies fois 2, a defeat. Donc il y a 80 pieds qui l'écrasent. Et ça, il arrive à te faire éteindre la lumière pour écouter, rallumer la lumière, te dire non, en fait, ce mec est fou. Donc en vrai, ça, il le met en avant pour montrer aux puristes que les gars, quand vous voulez, vous venez, je suis votre homme. Mais en même temps, il arrive à élargir son public en s'ouvrant, en étant un peu plus pop. Et c'est, je pense, pour ça qu'il est un peu critiqué du fait que ce soit quelqu'un de très technique et qui veut prouver à chaque fois qu'il soit en compétition avec les autres, mais surtout avec lui-même. Bien sûr. Parce qu'il veut toujours faire mieux que ce qu'il a fait. Dans Rap Gods, il a montré que dans le fast flow, c'était un spécialiste. Mais dans Godzilla, il a prouvé qu'il avait gardé ça et qu'il pouvait faire encore mieux. D'ailleurs, c'est un record. Fast God, c'est 224 mots en 30 secondes. C'est un record pour un morceau de rap. Donc là, Eminem, il vient en mode « je suis une légende ». Quiconque vient ici, quiconque se la raconte, se fera fumer dans la foulée, comme disait Cynic. Alors, le seul truc, avant que tu réagisses, Pierre, le seul truc, et là je rebondis sur ce que tu disais, Baptiste, c'est vrai que si on parle aujourd'hui, si tu regardes les réseaux sociaux, il y a des gens qui vont dire ouais, Eminem, déjà, c'est qui ? Et 2, à part rapper vite, qu'est-ce qu'il sait faire ? Pierre, je te laisse la parole là-dessus. Fais avec. Non, mais tu as raison quand même d'insister sur le style, la forme. C'est vraiment très important. On a dit, il mature les choses. Il a une carrière, en fait, qui se construit très lentement. Et elle se construit parce qu'il apprend, en fait. Et toutes les années 90, il apprend auprès des meilleurs professeurs, Nas, Big Daddy Kane, les rappeurs les plus... Rakim, les rappeurs les plus techniques, ceux qui font effectivement des rimes avec 2 ou 3 niveaux de compréhension, des rimes internes, il cherche des assonances partout. Et donc, il va parfaire ça dans les années 90, ce qui fait que quand il arrive commercialement à exploser, il a un niveau de technicité qu'il a poli dans les battles, parce qu'il ajoute à ça des punchlines, des choses comme ça, et qui fait que c'est vraiment très marrant et très intéressant de lire ces lyrics, parce que il y en a pour tout le monde. C'est pas la supérette, c'est le supermarché ou l'hypermarché. L'hypermarché des métaphores. Il y a plein de trucs. Et il arrive à faire ça dans des chansons commerciales. Quand on lit ces lyrics de cette époque-là, de ses meilleures chansons, il y en a pour tout le monde. Les techniciens, ils vont apprécier les rimes internes. Les gens qui ne sont pas dans la technique, ils vont juste entendre que ça sonne. Ouais, la sonorité. Voilà, ça sonne. On retient les trucs. Et ça, c'est ce que la technique donne à l'art. C'est que ça paraît évident. C'est comme ça que ça marche, ça fait cliquer dans la tête des gens, alors qu'en fait, c'est très compliqué d'arriver à ça. Et là-dessus, il est effectivement salué par tous ceux qui écrivent des rimes, parce qu'il a cette capacité, et puis il a cette fluidité. Il y a une interview dans Rolling Stone, je crois, dans les années, fin des années 2000, début des années 2010, où il montre comment il écrit un morceau, et c'est quasiment... il demande aux journalistes, donnez-moi 3 mots, etc., je vais vous faire une chanson, et il est capable de faire ça, d'improviser, parce que dans sa tête... il pense rap, il pense rime interne, il arrive à ordonner les trucs, à tenir les cadences, etc., automatiquement. Alors c'est un rappeur de l'écrit, hein, il écrit beaucoup, il travaille beaucoup, mais il a cette rapidité-là, et ça, c'est les meilleurs. Hein, quand on regarde les rappeurs qui ont vraiment un style caractéristique, Notorious Big, ou même Lil Wayne dans un autre genre, il transpire le rap, en fait. Lil Wayne, il a ce tatouage I Am Music sur sa tête. Et quand on le voit dans le film qui a été fait en 2009, qui s'appelle The Carter, on voit comment il est Lil Wayne dans la vraie vie. Et on voit qu'il est le rap dans la vraie vie. Il est... Toujours il rappe, et son freestyle, lui, il n'écrit pas, ça sort comme ça. Et Eminem, il a ça aussi. Il a ce truc que le rap, c'est sa vie, quoi. Et il est capable de transporter ça
Après, le sujet, et c'est le sujet de la dernière partie de sa carrière, c'est qu'il faut être capable de partager ça avec les autres. C'est exactement le Voilà. point. Et dans la qui est dernière essentiel, partie là. de sa carrière, on a dit que dans les années 2000, il a appris à être seul et que grâce à ça, il a pu revenir et en fait re-remplir des stades au début des années 2010. Le problème après, c'est qu'il va un peu s'enfermer dans son château et qu'il va se retrouver un peu tout seul. Bah, c'est exactement Ouais, en fait, c'est presque une anomalie qu'Eminem est percé à un tel niveau. Et en fait, il est un peu victime de ça. C'est-à-dire qu'il est d'ailleurs souvent comparé à des rappeurs très underground qui sont vraiment dans la technique, la performance comme lui. Et lui, comme il est commercial, le public ne comprend pas que lui, il est tout le temps dans la performance. Alors que lui, ce qu'il aime vraiment, c'est le rap, en fait, au même Est-ce que titre c'est que pas- les autres rappeurs underground. Pardon, excuse-moi. Hein, tu Est-ce que c'est pas le nouveau public rap qui ne comprend pas forcément ça? C'est-à-dire que, est-ce que son public de l'époque, il continue à le suivre plus ou moins, il grandit, il vieillit avec lui, et il accepte en fait d'où Eminem est venu et où il est, et ceux qui sont peut-être plus jeunes, il y en a qui adhèrent, mais d'autres qui sont plus sur les standards plus contemporains et Bien qui sûr. comprennent pas forcément en fait. J'ai l'impression qu'à un moment donné, le fond, on n'en a un peu plus rien à cirer, ou presque, et c'est la forme, et la forme, elle doit être d'une certaine manière et pas d'une autre. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Effectivement, on est maintenant dans une ère où les morceaux sont beaucoup plus simples, plus mélodieux, beaucoup moins dans la performance. Et comme on l'a dit aussi, Eminem, avant, il mettait ça au service du fond à chaque fois. Et aujourd'hui, il y a moins de fond aussi. On est plus dans la performance pour la performance. Donc forcément, ça convainc moins le public. Moi, je pense qu'il a refusé en fait de s'adapter au jeu, tout simplement. Mais parce qu'il faisait ses propres règles aussi. Voilà, il faisait ses propres règles parce qu'il sait qui il est. C'est une légende en fait dans le game. Donc il n'a pas besoin d'aller prouver à quiconque qu'il peut s'adapter à ce qui se fait aujourd'hui ou se conformer à un certain système. On parlait de sa technicité, du flow qu'il avait, etc. Mais très important, on n'a pas parlé du storytelling. C'est quelqu'un qui arrive. On en a beaucoup raconter parlé dans la des première histoires. partie, mais Ouais, clairement. qui arrive vraiment à raconter des histoires à la première personne, à la Le troisième narrateur, personne, qui- à raconter des histoires des personnes que lui il a fréquentées, des personnes qu'il n'a pas fréquentées, dont il a reçu des lettres dans Stan, qui parlent de lui, et il incarne le personnage comme s'il était dans la peau en fait de ces derniers. Donc lui, par rapport à ça, tout au long de sa carrière, ça l'a suivi. C'est pas parce qu'aujourd'hui c'est plus au goût du jour qu'il ne va pas le faire. Et lui, il le fait avec brio. Et que ça plaise ou pas, je pense qu'il s'en fout totalement. La fin des années 2010 est plus compliquée. 2020, qu'est-ce qu'on peut dire de cette fin de 2010 jusqu'à aujourd'hui? Parce qu'on l'a vu faire quelques retours, mais c'est plus contrasté en fait. hein. Ouais. Il y a eu 2017 avec Revival, qui a été un gros échec critique, même vis-à-vis de son public, où il y a une grosse incompréhension. En fait, si on remet un peu le contexte, on est dans une ère où il y a les Kendrick Lamar, les J. Cole qui ont créé des albums très, très créatifs, avec des nouvelles sonorités. Et les morceaux sont rétrécis à cause du streaming. Lui, il a fait tout l'inverse, c'est-à-dire qu'il a rallongé ses morceaux sur des sonorités complètement hors du temps, en fait, du rock. Enfin, voilà, c'était assez compliqué. Donc, gros échec au niveau de cet album-là. Mais 6 mois après, on voit qu'il a appris, parce que 6 mois après, il a ressorti Kamikaze, où là, il est retourné dans le pur rap, rétréci ses morceaux, beaucoup plus adaptés à l'ère du streaming. Et ça a été, encore une fois, un retour au sommet, parce qu'au niveau commercial, les ventes, etc., on était sur plus de 400 000 ventes en première semaine. Et là, c'est là où il a commencé sa nouvelle stratégie de plus faire de promo pour ses albums. Il a sorti ça en mode surprise. Parce que le public a énormément critiqué la tracklist de Revival avant que l'album même soit sorti. Après, Revival, c'était vraiment un album qui était très politique. C'est ça. C'était un album dans lequel il se dressait vraiment envers et contre la candidature de Donald Trump. Et ça, en fait, je pense que pour le public, c'était quelque chose de trop politique. Et puis surtout, à la base, il y avait une partie de son public qui, en fait, en vrai, est peut-être électeur de Trump aussi. Ouais, hein. je pense aussi. Si on prend le panorama aux États-Unis de son public, on le disait dans la première partie, hein, qui a un public très blanc, qui Midwest. Enfin, il y a plein de choses qui font que ce sont une base électorale de Trump. Clairement, de toute façon, comme on le disait précédemment, Eminem, il est au-dessus du rap. Il a réussi à faire rentrer le rap dans des comtés, dans des provinces, dans des États où soit le rap n'existe pas, ou soit le rap était écouté vraiment par une minorité. Il y a des gens qui écoutent Eminem, mais qui se foutent de ce qui se passe dans le rap. Il y a des gens qui ont découvert le rap
grâce à Eminem. Et après, que ces gens-là aient des idées politiques qui ne vont pas dans le sens d'Eminem, là où lui, il s'oppose clairement à leur président, je pense que c'est ça qui a joué. Après, dans Kamikaze, il revient vraiment à la base, où il rend hommage aux Beastie Boys quand on voit la couverture de l'album. Il rend hommage à la couverture de l'album License to Ill, si je me trompe. Oui. Pas. Non. Donc c'est ça. Et il revient à la base de son rap, où il est là pour rapper. Il n'est pas là pour faire plaisir aux gens, pour contenter sa fanbase ou pour élargir le public. Il est là pour faire ce que Slim Shady, Marshall Mathers et Eminem ont toujours fait. Mais est-ce qu'il en a encore envie, en fait? C'est la question qu'on se pose un petit peu. Il est un peu en manque d'adversaires, en fait. C'est ça, on a l'impression. Il est tout seul, il continue à faire du shadowboxing en essayant d'imaginer des adversaires, et les adversaires, ils sont de moins en moins intéressants. Son dernier succès en termes de single, c'est Kill Shot. C'est contre Machine Gun Kelly, qui est un rappeur qui est à peu près connu que pour ses bisbilles avec Eminem. Ouais, et on n'est pas un épisode de Catfish aussi. Voilà. et on n'est pas dans le Eminem du début des années 2010, ou a fortiori dans le Eminem des années 99-2002, où il avait toute l'Amérique en face de lui. Il y a une chose, je pense qu'il a beaucoup frustré, et qui montre aussi un peu son isolement et sa solitude, c'est que avec son freestyle et puis avec Revival, il s'attaque à Donald Trump. Et je pense qu'il espérait que Donald Trump allait réagir. Et en fait, Donald Trump, qui est quelqu'un qui vient de la télé, vient du catch aussi, et donc qui sait très bien en fait à quoi Eminem joue. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il esquive. Il sait qu'il ne sera pas gagnant s'il répond. Alors, il y a ça, mais je trouve que la façon dont Trump a traité ça est très intelligente de sa part, parce qu'il ne va pas s'embringuer effectivement dans une polémique avec Eminem. Donc, il n'en parle pas. Il esquive, et Eminem, porté par son élan, en fait, il s'écrase. Hein, c'est comme sur le ring de catch, le type, il fonce sur l'autre, l'autre s'écarte, et il se retrouve dans les cordes. Et donc Eminem, je pense qu'il a été un peu déstabilisé par le fait que, alors que Donald Trump est quelqu'un qui, en général, c'est le troll suprême, il répond à tout. Là, il répond pas. Et ça, en soi, ça a dû le perturber un peu, parce qu'il se mettait à un niveau où il n'avait jamais été depuis qu'il avait critiqué Bush en 2004. Et là, tout à coup, il n'y a pas de répondant. Et donc après, il redescend. Et quand il redescend sur des battles qui ne sont pas très intéressantes et qui sont totalement déconnectés de ce qu'est le rap aujourd'hui. Hein, le rap aujourd'hui, c'est l'autotune, c'est la trappe, c'est des nouveaux artistes qui inventent des choses de manière totalement déconnecté du monde d'Eminem. C'est deux univers qui dialoguent pas, qui se méprisent pas. Les gens, je pense, les rappeurs d'aujourd'hui, ils savent vaguement qui est Eminem, mais il fait pas la même musique qu'eux. Et en plus, par rapport à Donald Trump, pour revenir sur lui, il y a beaucoup de gens dans le paysage de Eminem qui l'écoutent, qui ne savent pas, avant qu'il soit candidat à la présidentielle, qui ne savent pas qui est Donald Trump. Le souvenir de certains, c'est le monsieur qu'on voit dans l'hôtel de Maman, j'ai raté l'avion. Oui, bien sûr. Et, ou à la WWF, voilà. Je crois, à l'époque. Donc en fait, dans l'entertainment, dans le divertissement, on sait que c'est quelqu'un où, je pense que Eminem en fait, a mis une cible sur lui, parce qu'il s'est dit, si j'arrive à abattre ce mec-là, je rentre dans le panthéon du truc. Mais ce qui s'est passé, c'est que Donald Trump n'a pas répondu, et il a adopté en fait la stratégie que tous les rappeurs font avec Eminem. Personne ne veut de battle, personne ne veut de clash ou de beef. Limite, personne ne le calcule, parce que s'il le calcule, en fait, c'est aller à sa propre perte. C'est une autodestruction d'aller à contre-courant d'Eminem, ou d'aller se dresser en tant qu'adversaire d'Eminem. Parce que Eminem, qu'on le reconnaisse ou non, il a 0 défaite. Que ce soit dans les battles, que ce soit face aux Britney Spears, aux Christina Aguilera ou autres. Oui, Elton John. Voilà. Enfin, c'est même pas contre Elton John, mais en tout cas face à ses critiques, quoi. Et là, l'analogie, elle est super intéressante, parce que là où lui, il fonce sur Donald Trump et Donald Trump l'esquive, il va droit dans le mur. Et c'est là où, juste après, il sort un album qui s'appelle Kamikaze. Donc, voilà. Mais Pierre a dit quelque chose d'intéressant, il a dit Eminem n'a pas d'adversaire aujourd'hui. En fait, je pense qu'il a des adversaires, mais ses adversaires sont restés ses idoles d'enfance. Même aujourd'hui, on voit qu'il porte toujours des t-shirts qui font référence à des albums des années 80, 90. Dans ses interviews, il fait des références à « Ouais, quand Big Daddy Kane a sorti ça ». Donc en fait, lui, il analyse, il étudie le rap des années 80, 90,
et il essaye de faire son propre rap aujourd'hui en fonction de ça. Effectivement, quelquefois ça arrive qu'ils disent oui, j'ai écouté cet album qui est sorti actuellement, qui est bien, mais c'est pas ses inspirations. Donc effectivement, il est vraiment seul au monde, il est dans son monde et il est contre ses propres héros de son enfance en fait. Ouais, il y a des références, je crois que c'est dans Rap God où il cite à un moment Supersonic, Just Like JJ Fad. JJ Fad, c'est un groupe de filles que Dr. Dre, qui était sur Ruthless Records et que Dr. Dre a produit en 1988. Elles ont eu un seul hit qui s'appelait Supersonic. Personne connaît ça. Personne connaît ça. Et il met ça dans un morceau de 2016 ou 2013, ouais. Mais 20 ans après, il est dans un univers, effectivement, qui est celui de son enfance. C'est pas honteux, hein, quand on regarde ce que fait Bob Dylan aujourd'hui. Son univers à lui, c'est l'American Songbook des années 30, 40, 50. Il fait des références à des chanteurs de blues ou à des chanteurs de folk de ces années-là. Et c'est son univers. Et les gens, ils vont voir pour partager cet univers et ils analysent ses lyrics pour partager cet univers. Aujourd'hui, Eminem, il est aussi à ce niveau-là avec un répertoire qui n'est pas le répertoire du folk des années 40, mais qui est le répertoire du rap des années 80 et 90. C'est pas honteux, il le fait bien. On est content d'aller voir l'animal sur scène, même si, moi j'étais allé le voir au Stade de France en 2013, j'avais trouvé qu'il s'ennuyait sur scène. J'étais pas certain d'ailleurs qu'il rappait tout le temps sur ses morceaux, mais on sent que il était là par obligation. Il n'y avait pas de joie dans le concert. Et je pense que la joie, il l'a quand il fait ses performances. Quand il fait, c'est un peu son solo de guitare à lui. Lui, c'est un guitariste du rap, et donc il adore faire ses solos de guitare. Il excelle là-dedans. De temps en temps, il surprend son monde, mais ça n'intéresse que ceux qui sont les gens qui vont admirer les mecs qui font des solos de guitare à Pigalle dans les magasins de guitare, quoi. Ouais, mais là-dessus, je suis d'accord. C'est pour ça que pour moi, en fait, il y a une incompréhension. Eminem, il comprend pas non plus forcément le monde du rap, comment il a évolué, dans le sens où la consommation elle-même et l'appréciation de celui-ci. On arrive bientôt à la fin de l'émission, on ouvre et on va le fermer, le dernier chapitre. Est-ce qu'au final, Eminem, il n'a pas fait son temps? Attention, est-ce qu'il n'a pas fait son temps? Je pose la question. Et il devrait peut-être rester avec la stature qu'il a? Ou est-ce que pour vous, il peut encore, une nouvelle fois, se réinventer? Non, moi, il m'a un peu plus rassuré avec son dernier album. Effectivement, moi, je pensais que, bon, voilà, on aurait Eminem toujours dans son registre. Mais son dernier double album, donc Music to be Murdered By, qui est sorti en 2 temps, 2019-2020, là, on sent qu'il est beaucoup plus à la page, qu'il a fait un peu plus d'efforts, beaucoup moins de performances sur certains morceaux. Il allie toujours les deux. Il y a des morceaux très performants, mais il y a des morceaux plus mélodieux où il reprend un peu plus son temps, qui sont plus dans l'air du temps. Donc, je pense qu'il peut encore surprendre. Les rumeurs disent en ce moment qu'il travaille avec Dr. Dre pour un futur album. On espère. On espère. Donc je pense que ça vaut toujours le coup, en tout cas, de prêter une œil, d'écouter Eminem. Je pense qu'il y a toujours quelques morceaux convaincants, quoi. Ouais, c'est quelqu'un qui, on va dire, qui s'adapte pas à ce qui se fait dans le game, mais qui continue à faire ce qu'il sait faire. Dans sa première partie de carrière, c'était quelqu'un qui faisait ses albums, qui avait du succès, qui avait toujours le respect des légendes de la culture et des rappeurs qui savaient performer à ce moment-là, d'où le fait on le voit dans des albums tels que le Blueprint de Jay-Z, on le voit dans les albums de 50 Cent, de Jadakiss, etc. Dans sa deuxième partie de carrière, comme le disait Baptiste, il respecte ses légendes, il n'est peut-être pas en compétition avec eux de manière frontale, mais il veut toujours se frotter à eux pour montrer que voilà, il sait rapper, etc. On le voit dans l'album de Nas, King This Is Too, où il est avec EPMD, Eric Sermon et Paris Smith, Nas, et lui, là où il va rapper, il va leur montrer, voilà, je sais rapper comme vous, mais je rappe aussi comme ce que fait la nouvelle génération actuellement. Mais on peut le voir aussi en featuring avec des artistes tels que Juice WRLD, à son âme. C'est des artistes qui sont pas dans son univers rap, mais avec qui il arrive à collaborer et à produire des morceaux qui sont quand même de assez haute qualité. Donc, pour les scientifiques du rap, pour ceux qui sont vraiment sur la base du rap, vraiment de base, de niche, ils sont servis. Pour ceux qui aiment la musique pop, ils sont servis aussi. Il arrive à nourrir tout le monde et on a pour toutes les obédiences. C'est un artiste de patrimoine aujourd'hui. Il ne va plus jamais, je pense, changer le monde comme
ou changer la musique comme il l'a fait à 2 reprises et comme Dr. Dre l'a fait à plusieurs reprises, ou Michael Jackson jusqu'au début des années 90. Donc c'est plus ça. Mais quand on est un artiste de cette taille-là, on a aussi, et c'est une carrière juste de légende. On est dans la légende, une carrière de légende. Et une carrière de légende, c'est accepter le fait qu'on ne va plus surprendre les gens, à quelques exceptions près. Peut-être que quand il aura 60 ans, où il va nous surprendre, c'est possible. Hein. Mais un artiste de légende, c'est ce que fait Depeche Mode aujourd'hui, c'est ce que faisait Ray Charles jusqu'à sa mort. Hein. Ray Charles, ses grandes années, c'est la fin des années 50, les années 60, et il continuait à tourner, etc. Eminem, il va avoir ce destin-là, si il a aussi l'envie, hein, parce qu'il y a des gens qui, à un moment aussi, décident qui lâchent prise et qui font plus du tout d'artistique. Donc on va voir. Je pense qu'il a encore quelque chose quand même au fond de lui. Je ne ferai pas une croix complète sur sa capacité à sortir une chanson qui arrive à frapper le grand public dans les années à venir, mais ça sera à ce moment-là dans une autre dimension que celle du rap d'aujourd'hui. Ça sera dans une dimension plus pop, avec un public plus âgé, mais on sent quand même qu'il n'est pas complètement vidé. Il est un peu à la recherche là, de comment réexister, faire un bon album. Ça reste important pour lui, malgré la performance. Donc on va voir. On va voir, je pense que l'histoire n'est pas complètement finie. Très bien. Pas non plus. Après, c'est quelqu'un qui a quand même 50 ans aujourd'hui et qui a sorti son premier album en 96. Donc, par rapport à sa carrière, je pense que c'est une légende. Il le sait, il ne fera pas un album de trop. On l'espère. Alors, le dernier point, en quelques mots, pour tous les gens qu'on peut voir sur les réseaux sociaux qui disent Eminem, c'est qui l'écoute. Un morceau à conseiller, Baptiste, pour tous ceux qui se demandent qui est Eminem. Je vais dire Till I Collapse parce que c'est le morceau qui m'a rendu fan d'Eminem, tout simplement. Pierre? Je vais aller à la facilité. Moi, je dirais Lose Yourself parce que ça marche toujours à chaque fois que je l'écoute. Et donc, j'aimerais bien en prendre un autre mais celui-là, il est vraiment au sommet quand il sort ce morceau-là. Le Bougarno. Till I Collapse aussi. Pour la technique, pour le sample de Queen. Aussi pour le name dropping, où il rend hommage aux rappeurs du rap game de cette époque-là. Redman, Jay-Z, Nas, Biggie, Tupac, André 3000 de Outkast. Et dans la liste, il dit aussi à la fin d'ennemi. Donc il se met dedans. Et donc il sait que c'est une légende et il considère qu'il est une légende. Il faut qu'il le dise parce qu'il ne va pas attendre que les autres le disent pour lui. Tout simplement. Écoutez, merci messieurs pour cette deuxième et dernière partie d'Eminem. Merci à vous de nous avoir suivis. Ça y est, on a clos le chapitre Eminem pour le moment. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Dans la légende.